Finances. Peut-être que ça préfigure que je vais être ministre des Finances un jour, je ne sais pas trop. En fait, merci. Bon, Ariel a tout dit par rapport à la présentation, ou en fait, là, mon parcours. Puis, je suis moi-même dans une association d'administrateurs. J'ai beaucoup de clients dans le domaine associatif également, donc c'est un milieu que je connais quand même assez bien. Dans le fond, aujourd'hui, un peu le plan de match, là, un peu de parler du contexte un peu plus large dans lequel les associations opèrent aujourd'hui. Les défis internes aux associations, défis externes, puis quelques idées, en fait, là, pour un peu faire le point, puis évaluer ou en tout cas déterminer vos actions, vos prochaines actions pour être efficaces et fortes. Peut-être juste deux éléments, là, deux petites mises en garde avant le début de la présentation en tant que telle. Moi, je suis quelqu'un de relations gouvernementales, donc c'est sûr que mes conseils sont plus axés sur vos relations avec les parties prenantes politiques ou en tout cas de votre écosystème ou large ou petit. Deuxièmement, deuxième mise en garde, je m'intéresse beaucoup aux associations qui parlent de dossiers économiques. Donc, je laisse côté l'association des joueurs de hockey. Puis oui, de Matane, ce n'est pas de eux qu'on va parler. On va parler des gens qui s'occupent, qui s'intéressent à des enjeux de développement économique, de main-d'œuvre, etc. Puis la dernière chose aussi, il va y avoir des généralités qui vont être nommées. Il y a une très, très grande diversité d'associations, on le sait. Donc, si vous vous retrouvez moins dans certaines choses, ben, ça se peut très, très bien. Il y a des associations récentes, il y en a qui ont une longue mémoire institutionnelle, donc ça ne peut pas couvrir tout le monde. Fait que je m'excuse d'avance pour les généralités qui peut-être pourraient moins vous toucher aujourd'hui. Donc, je suis, en fait, je suis très sensible au contexte politique. Je pense que toutes les associations doivent l'être pour être efficaces puis bien saisir l'environnement dans lequel elles opèrent ou dans lequel elles représentent leurs membres. Bon, j'ai un titre un peu plus, un peu grandiloquent là, pour simplement dire qu'on est dans une espèce de contexte un peu tout inédit dans l'histoire économique du Québec récente, là, où en fonction de certains paramètres que j'ai mis là, on va les décliner un petit peu plus en détail là, au fur de la présentation. Mais je pense que c'est important de reconnaître qu'on est dans une situation qui n'est pas tout à fait celle qu'on a connue, je dirais, il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Comme je disais, Ariel, n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure. Ce n'est pas un cours universitaire. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Je pense que la première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'on est devant un gouvernement d'entrepreneurs en fait, qui se définit comme un gouvernement d'entrepreneurs. Ce sont des gens qui s'intéressent à l'économie, qui s'intéressent au développement, à la croissance, la vitalité des entreprises, à la modernisation, leur efficacité, leur productivité. Et là, j'ai bien dit entreprise plutôt que association. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important, là, qu'il va falloir un peu explorer, mais c'est un gouvernement qui a complètement capturé le discours économique. Hein. Il a ravi au Parti libéral je dirais l'identité de gouvernement ou de parti de l'économie du Québec. Puis cette bannière-là, en fait, cette identité-là du parti de la Coalition Avenir Québec, ça vient teinter un peu sa relation avec le milieu des affaires. Donc, on parle d'un gouvernement qui est interventionniste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était des gouvernements qui allaient plus libéraliser, mais non, on le voit, il s'intéresse beaucoup à certains secteurs, il met en place des programmes, on l'a vu là, pendant la pandémie, très proactif à mettre des mesures pour aider certains secteurs d'économie. C'est sûr que c'est à géométrie variable. L'autre partie qui est très intéressante, c'est un gouvernement qui veut parler aux entreprises plutôt qu'au secteur, à quelques exceptions près, là, mais peut-être juste pour prendre une analogie boursière, ce n'est pas une entreprise qui achète un fonds indiciel, c'est une entreprise qui achète des titres d'entreprises spécifiques. Elle choisit qui montent un bon potentiel de croissance, qui peut exporter, qui peut devenir un leader canadien ou nord-américain, même mondial. L'autre chose aussi qu'il faut évidemment garder en tête avec les personnes qui sont au gouvernement, il y a des réseaux de contacts au sein de beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises québécoises. Là, je pense que peut-être c'est un peu plus difficile pour les entreprises internationales, mais ce sont des gens qui ont toujours gravité dans le milieu des affaires, qu'au cours des années se sont créés des contacts, qui peuvent parler directement à des présidents, à des gens spécifiques à l'intérieur d'entreprises, des directeurs généraux, etc., etc.
c'est un gouvernement également qui veut des projets concrets. Il veut parler à des décideurs qui sont capables de prendre des décisions sur où va aller l'argent, où est-ce qu'on va investir, dans quel secteur, plutôt qu'aux associations qui sont en fait perçues beaucoup comme, comme des lobbies, en fait, plutôt que des gens qui sont capables de mettre l'économie en marche ou en fait d'embaucher des vraies personnes, d'acheter des vraies machines, puis de générer des exportations. Puis, évidemment, c'est avec cette espèce d'identité-là, c'est un gouvernement qui semble vouloir s'imposer comme étant la meilleure personne pour parler au nom de l'économie. Il sait ce qui est bon pour l'économie du Québec. Il n'y a pas nécessairement de leçons à apprendre de l'extérieur. C'est avec notre expérience, nos ressources, nos contacts, etc., etc., on est capable de savoir la mesure qui est bonne, la mesure qui est moins bonne pour l'économie. Donc, ce qui fait que la CAQ occupe vraiment une place centrale dans le discours économique. Si on parle des partis d'opposition, ne sont plus nécessairement dans le discours. Les acteurs non gouvernementaux, comme les associations, comme le CPQ, mais d'autres associations travaillent très, très fort pour se faire une place. Puis même, je dirais même certains experts, là, bon, on connaît tous Luc Godbout, Miomzi, bon, l'Institut du Québec, ils prennent la place, mais ce qui colle, ce qui colle pas, ben, ça reste un peu difficile à déterminer, mais on sait, là, c'est l'économie égale Coalition Avenir Québec. C'est pas mauvais, c'est pas bien en soi, c'est la situation. Une des choses qui est importante, qui était toujours un argument de taille là, pour le milieu des associations, les secteurs économiques non gouvernementaux, c'est toute la question de la création d'emplois. C'était un argument très, très fort. Mais là, on est dans une espèce de situation où il faut repenser un peu toute cette question-là, puis c'est pour ça que je parle de catch-22. Le taux de chômage est très, très bas. Bon, c'est sûr que les choses fluctuent, mais à 4,1 %, puis même, je pense que c'est à bas de 2 % dans la région de Québec. La question de l'emploi, elle occupe plus nécessairement une très, très grande place. Quand on parle, on va d'investir des milliards de dollars ou des millions de dollars pour créer une nouvelle usine ou un projet d'investissement, ben, on se pose tout de suite la question de oui, mais vous allez trouver où les gens pour remplir les emplois que vous allez créer. Puis inversement, quand il y a une fermeture d'usine, bon, peut-être à part dans certaines régions, évidemment, là, où ça peut avoir des impacts plus forts, c'est un peu d'indifférence dans le sens où on n'est plus très ému, les gens vont se retrouver des emplois, il y a tellement d'emplois disponibles que les employés vont pouvoir se replacer, se requalifier. Il y a beaucoup de programmes de requalification. On veut ramener des personnes à la retraite avec des programmes pour qu'ils viennent contribuer à l'économie du Québec. On veut repousser, ben, on l'a abandonné, mais on voulait repousser l'âge de la retraite également. Et cette situation de pénurie d'emploi-là, ben, c'est quelque chose qui aide les travailleurs. Ils peuvent négocier des meilleures conditions de travail, aller chercher des salaires plus élevés. Ils ont beaucoup de choix. Et en fait, ça peut amener même au gouvernement de pouvoir atteindre certains objectifs, dans le sens où si on a moins d'employés, les entreprises vont devoir investir dans l'automatisation, modernisation et rattraper le retard de productivité du Québec. Donc, pour le gouvernement, les voyants sont assez ouverts là-dessus. Puis aussi, ce qu'on sait, ben, les gens qui travaillent, en fait, les gens qui travaillent / des électeurs, ben, quand on travaille en un bon salaire, ben, on est satisfait. On ne veut pas changer de gouvernement. Donc, pour résumer un peu, les associations ont perdu un certain levier, ou même les entreprises, mais d'un autre côté. Puis en même temps, le gouvernement, lui, dit ben tout est ouvert, on peut continuer comme ça, on ne se trompe pas nécessairement là-dessus. Puis je rajoutais peut-être un petit corollaire à ça, puis dans le sens où les emplois, on parle beaucoup de contrats qui n'ont pas été réalisés par des entreprises, par manque de main-d'œuvre, des choses comme ça, mais il faut savoir qu'un gouvernement, un projet non réalisé, ça a moins d'impact qu'un projet qui a été abandonné ou cancellé ou quelque chose comme ça, dans le fond. C'est de l'intangible versus du concret. Puis, quand au gouvernement, on s'intéresse plus au concret qu'à l'intangible. Je vois le temps qui avance assez rapidement. Moi, je dois vous l'avouer, ben, peut-être tous les gens qui ont fait un peu de politique savent que la démographie, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On sait que les partis politiques segmentent beaucoup, beaucoup les électorats quand ils veulent aller chercher des votes.
Le Québec est une juridiction vieillissante. Puis on le voit aussi de la même façon quand on regarde là, les préoccupations. Puis ça, les associations d'affaires, les associations économiques doivent en tenir compte. Euh, Là, c'est un sondage qui a été fait en décembre 2022. Puis là, ce qu'on voit, en fait, ce n'est pas des enjeux de nature économique, je dirais économie du Québec, de se trouver un emploi. On parle beaucoup des choses qui touchent les gens dans leur quotidien, la hausse des prix à la consommation. Puis ça touche aussi une population vieillissante parce que c'est ton fonds de pension, hein, c'est un régime à prestations déterminées. Ben, si ton épicerie coûte plus cher, ben, tu en as moins, tu peux moins voyager, etc. Puis manquer d'argent, c'est un peu l'autre partie. Guerre mondiale, bon, évidemment, mais après ça, on parle de perte d'un proche, maladie grave. Ben, je pense que ce sont des choses qui reflètent un peu le profil démographique du Québec. Donc, c'est sûr que pour le milieu économique, de parler de les gens, ils veulent trouver des emplois, ils veulent se mettre au travail, ils ont des craintes par rapport à leur employabilité, mais on n'est pas tout à fait là. On est vraiment dans un univers démographique, populationnel, qui est plus sur les préoccupations d'une population qui s'en va vieillissant, puis qui s'intéresse plus à son milieu, à son niveau de vie, est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour la retraite, etc., etc. Maintenant, allons tout de suite aux enjeux, je dirais, les défis internes des associations. Puis les défis internes, il faut vraiment les comprendre, pas nécessairement sur est-ce que notre membership est trop cher, est-ce qu'on va avoir assez de monde pour organiser notre tournoi de golf annuel. On est plus dans les défis internes qui peuvent nuire ou faciliter la capacité d'influencer des organisations. C'est l'interne qui impacte l'externe. Je pourrais le phraser ici. Je pense que la première chose, c'est vraiment au niveau de la gouvernance. Ça, on en parle beaucoup, c'est un peu un buzzword. Le projet de loi 15 en parle énormément dans le domaine de la santé. Mais il doit vraiment avoir une relation de confiance entre le DG puis le conseil d'administration. Moi, j'ai été témoin de DG qui naviguait à vue, pas d'instruction de son conseil d'administration. Il ne sait jamais s'il passe les bons messages au gouvernement, si ça reflète vraiment l'intention de son conseil d'administration, ou inversement, un conseil d'administration qui va totalement prendre le contrôle, puis un peu tasser le DG, puis miner sa crédibilité. Dans le fond, ce que l'on veut, c'est des DG qui ont une position de force quand ils parlent à des acteurs externes, qui a vraiment l'appui de son conseil d'administration, qui a l'appui de ses membres. Ça, c'est très, très important parce que les gens de l'extérieur, ils le sentent. Je donne des exemples concrets aussi, comment on peut nuire ou aider un DG qui est en relation avec son environnement. Par exemple, si un membre du conseil d'administration prévoit une grosse annonce, que le membre en parle au gouvernement, mais ne met pas son DG dans le coup, ben, il va avoir l'air fou quand il va parler à l'extérieur, puis le signal que les gens vont comprendre dans un cabinet politique, c'est ben, je vais parler avec l'entreprise plutôt qu'au DG de l'association, il n'a pas l'air de savoir ce qui se passe. Deuxième élément, c'est la culture. Puis c'est assez populaire aussi, la culture. C'est un peu une extension de la gouvernance. Est-ce qu'on a une culture de collaboration, de cohésion? Est-ce qu'on a une culture de division? Est-ce qu'on se connaît entre nous, entre membres? Est-ce qu'il y a une communauté qui existe réellement là, entre les membres? Puis ça peut vraiment aider à assurer la cohésion. Hein. Dans le fond, quand il y a un défi externe par rapport à un secteur économique, par rapport à un enjeu, c'est important que les troupes se rallient. Puis ça, c'est beaucoup basé sur la culture, la capacité de se dire qu'on est ensemble pour les mêmes raisons, on a la même vision, on a la même mission, puis on est capable de la défendre ensemble. Puis j'irais même un peu plus loin, c'est est-ce qu'on est capable de répéter les bons messages, est-ce qu'on connaît nos statistiques, est-ce qu'on va agir au nom de notre association naturellement quand il y a un député, un fonctionnaire ou peu importe va nous poser des questions. Ça, c'est tout ce que j'appellerais la culture / cohésion. Les membres. Une petite association a toujours moins d'influence qu'une grosse association. Comment vous représentez de personnes? Ah, on est une association de 20 entreprises versus une association de 150 entreprises. Ça fait une différence dans les yeux des interlocuteurs. Donc, une petite association va avoir moins d'accès, moins d'influence, plus de difficultés à se démarquer, à moins qu'elle soit très nichée. Hein. Si vous êtes vraiment l'association qui fabrique des équipements très, très précis dans un domaine de pointe, là, vous avez vraiment une longueur d'avance sur n'importe qui parce que c'est très, très cohérent. Mais si vous êtes une association qui pourrait représenter un potentiel de 1000 membres, mais que vous en avez seulement 10 ou 5 ben là, ça peut vraiment nuire à votre capacité de communiquer des messages. Donc,
Ça, c'est important de s'intéresser à cet enjeu-là, mais aussi d'avoir une composition diversifiée, grande et petite entreprises, locales et internationales. De la diversité d'entreprises, ça, c'est très intéressant parce que vous êtes capable de ratisser beaucoup plus large et d'amener différentes facettes d'un problème ou d'une solution. Ça, c'est important. Puis en même temps, pour les directions générales, ben, ça donne une bonne capacité de bien saisir un enjeu puis d'être très crédible quand ils vont interagir avec le monde extérieur. Puis, dans un monde idéal, puis nous, je l'ai vécu moi personnellement, c'est intéressant quand les grands membres soutiennent les petits membres. Là, j'aurais fait un lien avec la culture. C'est les grands membres ont des gens de communication, ils peuvent avoir des chercheurs à l'interne, ils peuvent avoir des données économiques, ils peuvent avoir un paquet de choses. Donc, ça peut vraiment créer un effet de cohésion entre les petits membres et les grands membres. Les petits membres ils ont de l'agilité, ils sont capables d'être un peu partout, ils peuvent être en région, ils peuvent avoir un bon contact parce qu'ils ont été. Donc, parce qu'ils ont été à l'école avec un député ou connaissent bien un fonctionnaire parce qu'ils ont un dossier. Donc, de mettre tout ça ensemble, le local, international, le gros et le petit, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, qui peut être très, très puissant. Est-ce que tu aurais un exemple justement d'une stratégie de positionnement qui a bien fonctionné avec les grands membres, petits membres? Comment ça. Ben, oui, j'ai un bon exemple. Nous, dans le fond, je vais donner un exemple qu'on a fait récemment. L'exemple de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Là, je suis un administrateur de cette association-là. C'est intéressant parce qu'on a au Québec à peu près 200 petits studios de près d'une 50 personnes. Puis on a des très grandes entreprises qui en ont 500 et 1000 et plus d'employés. Et on voyait vraiment cette cohésion-là entre des plus grands qui disaient, ben nous, on a des ressources, on peut les mettre à la disposition des plus petits, puis les plus petits étaient capables, parce qu'ils sont partout au Québec, de répéter les messages, de montrer que ce sont également des entrepreneurs. Fait qu'on avait vraiment l'alliance entre des plus grands qui ont plus de ressources, qui ont pu mettre un peu plus de temps et d'argent dans un projet, et les petits qui étaient capables de passer leur message et d'avoir de l'accès pour communiquer également leur réalité, mais en ayant la crédibilité des grands derrière eux. Donc, ça marchait très, très bien. Et quand on fait des rencontres à l'extérieur, quand on a un local, puis un international, ou un gros et un petit, ben, ça montre toute la force d'un écosystème. Ça, c'est très important. Et je dirais d'un point de vue stratégique, ça devient difficile pour des acteurs extérieurs de vouloir créer un wedge, là, un écart puis jouer les grands contre les petits, quand que cette cohésion-là est forte, que la composition d'une association est bien diversifiée, ben c'est vraiment un plus. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Ariel. Oui, c'est ça, je trouve ça super intéressant. Puis la force du nombre aussi, là, quand on a des plus petits membres avec des grands membres, mais justement, là, c'est des stratégies qui percolent encore plus aux yeux du gouvernement là, aussi. Là. Exact. Je vais aller rapidement sur les deux derniers points. Les opérations, ça peut être vraiment un défi. Hein? Quand on est trop intéressé à nos opérations internes d'organisation, c'est notre poutine, là, dans le fond, qu'on doit faire au quotidien, des fois, on n'a pas nécessairement de temps pour penser à l'environnement extérieur, on est pris dans le quotidien. Je pense que c'est important pour les associations de dégager du temps pour réfléchir, bien regarder l'environnement, définir des stratégies, donc de regarder un peu l'espèce de mix entre ce qu'il y a à faire au quotidien et ce qu'on veut faire comme association de manière plus large. Donc, d'essayer de se sortir des opérations. Puis la dernière partie, je pense que ça, c'est crucial. C'est un changement qui est important. Je prends du temps un peu là-dessus, c'est le financement. Premièrement, est-ce que l'association les moyens de ses ambitions? Ça, c'est toujours une bonne question à se poser, mais la grande question, c'est d'où vient votre financement? Puis là, on l'a vu dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de partenariats qui sont faits entre certaines associations et le gouvernement pour administrer des programmes d'employabilité, de formation, etc., etc. Mais là, la contrepartie de ça, c'est le fun sur un bilan financier, mais de l'autre côté, c'est qu'est-ce que ça nous enlève comme marge de manœuvre? Est-ce qu'on va pouvoir critiquer le gouvernement? Est-ce qu'on va pouvoir critiquer nos partenaires si ton 50 de notre budget vient des services que l'on rend à travers une entente avec le ministère du Travail ou peu importe, là, je ne vais pas les nommer. Est-ce qu'on est capable de critiquer? Est-ce qu'on est rendu une succursale? Toutes ces questions-là, c'est très important. Puis en même temps, c'est important que les membres le comprennent parce que la liberté de parole et d'action, elle a un prix. Ça peut retomber sur est-ce qu'on doit financer plus? Est-ce qu'on doit augmenter les cotisations, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu très important que les conseils d'administration et les AGE devraient discuter de est-ce qu'on est prêt à laisser partir certaines choses
pour pouvoir aller chercher plus de liberté. Ou sinon, ben, si on est content de la situation, ben, nous, c'est parfait. Ce rôle-là, on s'est toujours vu comme étant plus axé sur les services aux membres. Pour nous, c'est parfait. On est moins en mode lobbying. Ça, on revient à la culture et la gouvernance, si on veut. Les défis externes. Puis là, je fais un lien avec le point que je viens de terminer. Dans le fond, l'association peut se poser des questions. Est-ce qu'on est un paratonnerre pour nos membres ou on se positionne comme un partenaire? Puis je comprends que c'est un peu, je le mets de manière un peu blanche ou noire. Historiquement, les associations, ils disent ce que les entreprises membres ne peuvent pas dire. Le rôle du DG ou du porte-parole, c'est de dire les choses, les vérités un peu dérangeantes sur certains domaines, certaines initiatives. Dans le fond, cette question-là, puis je l'entends beaucoup, les gens qui veulent être un paratonnerre, il faut qu'ils combattent un peu le biais de désirabilité. Hein. On veut toujours tout se faire aimer par tout le monde, mais des fois, il faut mordre un peu, puis il faut monter sur nos grands chevaux. Donc, ça, c'est important de se poser cette question-là. Comme je dis, je reviens à la question de prenez du temps pour vous poser la question sur est-ce que vous êtes un partenaire ou vous êtes un paratonnerre pour vos membres. Puis en même temps, les porte-paroles qui sont très critiques, qui parlent fort, je pense que les membres aiment ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils défendent leurs intérêts, qui sont là pour eux puis qui vont passer les messages importants, même s'ils ne sont pas très populaires. Mais ce qu'on a vu aussi émerger, peut-être un peu parce qu'on était dans un monde plus de partenaires, il y a un article récemment où, dans les affaires, peut-être que certains l'ont vu passer, où les grands consommateurs d'électricité se posaient des questions sur les orientations du gouvernement. Puis, ce qu'on a vu, ce n'est pas l'association parler, c'est des entreprises sous le couvert de l'anonymat qui ont parlé au journal des affaires. Puis ça, c'est intéressant. Fait qu'on voit, bon, et où l'association? En même temps, pourquoi les entreprises se sont senties le besoin d'aller parler, bon, sous couvert de l'anonymat sur cette question-là, donc de le communiquer dans l'espace public. Deuxième point qui sont très importants, c'est le gouvernement a toujours plus de ressources que vous autres. Ils ont plus de monde pour écrire des communiqués à toute heure de la nuit. Ils ont plein de ministères, ils ont plein de fonctionnaires, ils font des conférences de presse, ils sont capables d'avoir l'attention des médias, de générer des articles. Donc, aussi, les associations, ils peuvent arrêter de parler aux associations sans payer de prix politique. Donc, ça, c'est important de comprendre qu'il faut être stratégique. Il y a toujours des gens qui vont vouloir parler au gouvernement. Hein, l'accès, ça a beaucoup de valeur. Donc, s'ils arrêtent de parler à une association, ben, d'un autre côté, ils peuvent parler à des entreprises. Je reviens à mon point d'avant, c'est le gouvernement qui peut parler aux entreprises. Grand défi, la mobilisation des membres. Quand il y a un enjeu, c'est important d'être capable de transformer, je dirais, les membres en militants. Je ne dirais pas militants, mais en des gens qui vont être capables de répéter les messages, de prendre des initiatives, de faire des rencontres, de le répéter à travers leur milieu, dans leur réseau. Dans le fond, ce qu'on voit aussi, puis ça a été une des choses que nous, en fait, comme entreprise, je pense à nos clients, c'est les membres sont souvent inexpérimentés, ils ne savent pas comment ça marche les relations gouvernementales, ils ne savent pas qui prennent les décisions, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important. Puis en même temps, ils sont beaucoup pris par leurs défis internes d'entreprise. Hein. Si on parle d'un PDG ou d'un PDG d'entreprise qui est également la personne qui est porte-parole, ben, tu n'as pas nécessairement de temps, plus gérer la paye, les embauches, etc., ben, tu n'as pas nécessairement beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment un très, très grand défi pour l'association de dire, hey, les membres, il y a un enjeu super important pour vous, il faut se mobiliser. Si les troupes ne suivent pas, ben, c'est un peu difficile d'avoir de l'impact. La légitimité. Ça, c'est une question un peu plus floue, mais quand je veux dire par légitimité, c'est est-ce qu'une entreprise ou une association est perçue comme étant un acteur crédible pour se prononcer sur un enjeu? Par exemple, ça peut être une association parce qu'elle est crédible de se poser des questions sur l'éducation ou sur la santé, si elle n'est pas nécessairement du domaine de la santé. Je donne un exemple ici. On a vu les associations d'affaires ont généralement très, très bien accueilli le projet de loi 15 du ministre Dubé sur la réforme du système de santé. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il y a à peu près 0 média qui a repris les communiqués de presse
que ce soit de la Fédération des chambres de commerce, Chambre de commerce de Montréal, etc., qui se sont tous dit en faveur là, de donner un coup de barre dans le réseau de la santé parce qu'elles ne sont pas nécessairement vues comme des acteurs légitimes dans le domaine de la santé. On a vu beaucoup les réactions des syndicats, des fédérations médicales, des syndicats, des autres professionnels, etc., etc. Donc, il faut se poser la question avant de mettre du temps et de l'énergie dans un enjeu, c'est est-ce que si on va là-dedans, est-ce qu'on va être écouté, est-ce qu'on a quelque chose à dire, est-ce qu'on est perçu comme légitime par le gouvernement, par les médias, par les autres acteurs de l'écosystème? Dernier défi aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de plateformes pour se faire entendre. Il y a beaucoup de voix dans le domaine des affaires, que ce soit régional, national, canadienne. Donc, de faire sa place à l'intérieur de cette espèce d'opéra, si on veut, ou de chorale, où il y a beaucoup de gens qui chantent, ben, ça peut être très, très, très difficile. Donc, il faut vraiment penser à qui va se prononcer sur l'enjeu, sont où leurs positions, comment sont alignés avec nous autres, etc., etc. Donc, c'est un très, très gros défi pour les associations d'être capables de faire leur place. Peut-être pour des nouvelles associations, c'est un défi supplémentaire parce qu'elles doivent se faire connaître et elles doivent se mobiliser, se créer une image, etc., etc., que les journalistes les connaissent. C'est très difficile aujourd'hui de se faire entendre. Puis je reviens à mon point sur la symétrie des ressources. Les gouvernements ont toujours plus de ressources que n'importe quelle association et elles sont capables d'endurer, je dirais, une campagne de plusieurs mois. Le prix politique n'est pas très, très fort à payer, notamment dans le domaine économique. En fait, j'irais dans la solution parce que là, je pense que j'ai l'impression d'avoir déprimé à peu près tout le monde, mais il y a des solutions, des pistes stratégiques. Je pense que la première partie, vous dire moi comment, quand je commence à travailler avec des associations, on pose certaines questions, puis on essaie de les amener à réfléchir, puis nous savoir, comment on peut travailler ensemble, puis qu'est-ce qu'on pourrait accomplir. La première question, c'est la direction et l'équipe. Puis là, en fait, là, il va y avoir beaucoup de généralités ici, mais en discutant avec plusieurs amis qui sont dans l'association, à l'extérieur des associations, on va me dire, faites je dirais certains stéréotypes au niveau là, des directions de l'équipe pour savoir avec qui on a, puis est-ce qu'on a les bonnes personnes? Est-ce que notre équipe est capable de jouer sur multiples fronts? Est-ce qu'on a tous les talents qu'on a besoin pour être capable là, de faire avancer nos dossiers? Je pense que le premier qu'on connaît, c'est la brute. C'est la personne qui va montrer au fond, qui va aller se battre, qui vont parler fort. Pour la brute, ce qui est important, c'est que les membres soient satisfaits à l'interne puis d'aller les défendre. Il n'y a pas beaucoup je dirais, la validation externe, l'appréciation des gens qui ne sont pas au sein de son association, c'est très, très, très secondaire. Donc, ici, on a vraiment l'exemple du paratonnerre qui va dire, moi, j'y vais, puis je pousse mon message et je vais défendre mes membres. Le deuxième, le kit Kodak ou le communicateur, c'est la personne qui maîtrise les médias sociaux, qui trouve une façon d'être toujours au cœur de l'action médiatique, qui trouve toujours une façon de faire parler de son association, de ses membres, très axé, comme je dirais tantôt, là, sur les communications. Il aime ça être au cœur de la photo. Il aime et il recherche l'attention des médias, donc capable de grands rayonnements pour son association. La mobilisatrice, ça, c'est la personne qui est capable de mobiliser les membres. Hein. Je parlais tantôt là, de la difficulté de prendre nos membres qui sont très pris dans leur quotidien, qui n'ont pas de temps à dédier, à allouer à la vie associative. Bien, la mobilisatrice est capable de prendre tout ce monde-là et de transformer, je dirais, le potentiel de 100 membres ou 150 membres en vraiment une force politique capable de répéter des messages, qui est capable de dire, ben, vous faites ça, vous allez là, vous dites ça. Voici votre message. C'est un peu l'idée d'un général qui mène ses troupes à la bataille, qui les motive, qui est capable de les amener vers un but concret. Le réseauteur, on en connaît toutes. Ce sont les personnes qu'on voit dans toutes les 5 à 7. Que ce soit le plus petit 5 à 7 de Val-d'Or au plus grand événement de Montréal, c'est la personne qui va toujours être là, qui va développer son réseau, qui va rencontrer des nouvelles personnes, qui va toujours être en discussion avec des gens. On les voit, là, ils veulent bâtir un réseau pour eux et elles, mais également pour leur association, trouver des partenaires potentiels, savoir un peu ce qui se passe. Donc, les réseauteurs, là, ce sont des gens qui sont plus dans l'ombre, je dirais.
Ce pas des communicateurs, mais ce sont des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup dans l'ombre, dans la coulisse. La développeuse, c'est la personne qui fait grandir votre association. Vous êtes 15, là, à la fin de l'année, vous êtes rendu 250, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Elle va aller chercher des commandites, elle va organiser des événements, convaincre des personnes de prendre une carte de membre. Elle est capable de bâtir une association. C'est un peu un architecte slash vendeur, là, puis démontrer la valeur pour les gens qui penseraient s'inscrire ou adhérer à votre association. Il reste deux. Le politicien, c'est la personne qui comprend l'environnement plus large. C'est la personne qui voit un peu les choses aller, les forces en présence, mais en même temps, c'est la personne qui préfère plus trouver un entente, un deal, que la personne qui va aimer la confrontation. Elle sait trouver les opportunités, puis trouver les bons positionnements selon l'ère du temps, les projets, etc. Donc, c'est une personne qui est capable de bien comprendre l'écosystème plus large, où va le gouvernement, où va l'association, puis même en même temps, je dirais la politique interne, qui sont ses membres puissants, il y a des inquiétudes. Donc, c'est la personne qui est capable de faire des arbitrages, si on veut, à l'interne puis à l'externe. Donc, on est moins dans la confrontation que dans trouver les espèces de solutions gagnant-gagnant. Gestionnaire, les livres vont balancer à la fin de l'année. Ça va être géré impeccablement, pas de déficit, tout balance à la fin de l'année. L'association, elle est très, très bien gérée. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire sur la pérennité. Et le dernier, ben, l'expert. Ça, c'est la personne qui connaît très, très bien. Ça, on les voit beaucoup dans certains domaines plus techniques précis. Connaît la technologie sur le bout des doigts, incollable sur toutes les réalités de son secteur. Puis également, je dirais, elle a une mémoire institutionnelle. Elle est capable de dire, ben, on avait fait ça il y a 5 ans, ça avait bien marché. Je sais comment ça fonctionne. Je sais ce qui se passe à l'étranger, par exemple, dans un domaine bien précis, énergie verte, intelligence artificielle. Donc, ce seront des personnes qui peuvent entraîner des longues conversations sur des sujets très, très, très précis. Puis ça confère une certaine crédibilité également à votre association d'être capable de porter des projets, je dirais, un peu plus larges et pas plus larges, mais plutôt très précis, très ciblés. Excusez-moi. Je termine avec ma dernière. Oui. Étienne, je reviendrai sur ton autre Oui. diapositive. Là, dans les stratégies de positionnement, là, dans le fond, moi, je trouve ça intéressant d'avoir un expert dans l'organisation, d'avoir un réseauteur. C'est vraiment une multitude de ces intervenants-là qui fait la force aussi là, des stratégies de positionnement. Là. C'est pour ça que je mettais direction équipe. Hein. Fait que peut-être que vous avez une mobilisatrice comme DG, mais un expert à l'interne aux communications, par exemple. Dans le fond, c'est vraiment un mix. Je pense qu'on aime ça avoir un mix d'expertise à l'intérieur d'une association. Fait que de regarder un peu c'est quoi vos profils, puis des orienter dans la bonne direction, puis de miser sur leurs forces qui leur sont propres. Je pense qu'on ne veut pas mettre un gestionnaire dans la position d'une brute, admettons. Ça ne serait peut-être pas un bon fit. Donc, de réfléchir à ces questions-là dans vos talents que vous avez à l'intérieur, ben ça peut vous rendre beaucoup plus efficace puis mettre les bonnes personnes à la bonne place, comme on dit. Je pense que c'est très, très gagnant. Tout à fait. Puis, je pense aussi que nos membres aussi peuvent aussi jouer des rôles comme ça. Je pense, mettons, nous, le Conseil du patronat du Québec, ben, d'avoir des membres dans le secteur associatif aussi, ça nous amène des experts pointus sur certains sujets, puis ça nous permet de justement être encore plus pertinent. Exact. Puis peut-être que c'est dans votre membre, au sein de son équipe, de son entreprise, ben moi, je connais la personne qui est incollable sur la fiscalité de l'Irlande. Ben parfait, là, je pense que ça peut vous donner une corde de plus à votre arc. Je vois le temps qui avance très, très vite. S'il y a des questions, ben, on va donner le temps. Dans le fond, quelques autres pistes stratégiques, en plus du pool de talents que les associations doivent avoir, ou en tout cas la diversité de talents qu'elles doivent avoir. Je pense que la première chose, c'est d'avoir un plan. Là, je parle vraiment ici pour les relations gouvernementales, relations avec les parties prenantes. Je pense que souvent, je ne parle pas d'avoir un plan nécessairement pour une crise en particulier ou un enjeu en particulier, mais comme association, avec qui vous voulez nouer des alliances, avec qui vous voulez travailler, c'est qui les acteurs sur lesquels vous voulez pousser, c'est quoi votre positionnement, êtes-vous collaborateur ou êtes-vous, vous voulez amener une nouvelle idée, donc de se faire un bon plan là, pour une année ou 2 ans, de dire, ben nous, là, nos objectifs d'affaires publiques, c'est ça, ça, ça.
je pense que ce n'est pas un exercice perdu, puis c'est quelque chose à laquelle, quand on perd un peu le fil, où on perd un peu notre direction, que le gouvernement semble un peu avoir perdu le nord, c'est aussi un document de référence. C'est-à-dire, ben, il y a une crise qui arrive, bon, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre plan, comment on l'active, comment on l'insère là-dedans, parce que ça va donner une direction, ça va donner une étoile polaire, si on veut. C'est ben, parfait, on continue là-dedans, on va faire quelques ajustements tactiques, mais c'est important d'avoir un bon plan d'affaires publiques là, avec des actions bien, bien concrètes, des objectifs stratégiques également là, sur le, je dirais, moyen terme. Avoir des idées. Ça, surprenamment, avoir des idées, je dirais même des idées originales. C'est important parce que c'est comme ça nous permet de nous démarquer. Ça, ce que ça nous permet de faire, c'est d'amener des nouveaux enjeux, d'avoir le pouls sur des réalités émergentes dans votre secteur économique. Voici ce qui s'en vient, comment on pourrait le faire, comment on pourrait amener l'enjeu auprès du gouvernement ou auprès des autres acteurs dans notre domaine. Puis réel, je pense qu'on ne se le cachera pas. Je pense que les partis politiques et les gouvernements aiment ça, avoir des idées parce qu'ils n'ont pas le temps d'en avoir. Donc, si on est capable d'en avoir, puis de les véhiculer, puis de trouver les bonnes plateformes pour les amener, puis que les gens se les approprient, ben, je pense que c'est vraiment important. On ne veut pas faire comme les autres. On veut se démarquer, puis en même temps, avoir des idées, c'est une façon de pouvoir changer un peu la conversation. Si on sait que le gouvernement il veut s'attaquer à un enjeu, puis on dit non, c'est pas ça le vrai enjeu, c'est l'autre affaire qui s'en vient dans 5 ans ou dans 2 ans. C'est vraiment là-dessus que vous voulez travailler. Fait que ça peut être utilisé très, très stratégiquement. Il faut avoir des façons pour les générer, hein, de prendre du temps ensemble, de se réunir entre membres comme équipe de direction au sein de l'association, puis des façons de les véhiculer puis de les faire comprendre. Être capable de les vulgariser, hein, parce que ça peut être très, très, très technique, mais on est capable d'être pragmatique, de les vulgariser, puis d'avoir des bons outils pour les communiquer. C'est important. Donc, les idées, le pouvoir des idées, comme on dit, ça peut être très, très fort. Et quand on réussit à en ancrer une idée, là, je ne veux pas par avoir ça un film, mais quand on réussit à en ancrer une idée, bien là, je pense que c'est une mission accomplie. C'est le rêve de toute personne qui fait des affaires publiques d'avoir réussi à ancrer une idée auprès de son interlocuteur, peu importe lequel. Avoir des données. Information is power. Trop souvent, j'ai vu beaucoup d'associations qui disent merde, il faut qu'on commande un KPMG SECAR parce que là, il y a quelque chose qui s'en vient. Faites-le d'avance. Il n'y a rien de. C'est très difficile de trouver une firme, trouver les paramètres. Après ça, il faut que les membres soient mobilisés, il faut qu'ils partagent les données pour faire l'étude économique. Il y a beaucoup d'étapes. Puis jouer du hockey de rattrapage au niveau des données, c'est vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Puis je sais que ça coûte cher pour faire une étude économique, mais elle coûte juste cher si on la laisse sur une tablette. Si on l'utilise beaucoup, si on la décline, si on la vulgarise, si on la met dans la présentation, ça devient rentable très, très, très rapidement. Une étude économique à 50 000 qu'on utilise une fois, elle nous a coûté 50 000. Si on l'utilise 100 fois, c'est 500 pièces d'achat, ou c'est même moins que ça. Là. Ça revient à 100 $ d'achat, excusez-moi, là, mais on la rentabilise très rapidement si on la diffuse, si on l'utilise. Aussi, ça peut être utile pour des consultations prébudgétaires, ça peut être utile pour faire des demandes, pour chiffrer des choses. Puis en même temps, quand il arrive une crise, on est capable de la ressortir, etc. Fait que c'est toujours une bonne ressource à avoir. On peut aussi également générer du contenu média avec ça, là, intéresser un journaliste sur les données sectorielles, là, ça peut avoir beaucoup, beaucoup d'utilité. Créer un espace, là, un comité sur les affaires publiques. Peut-être ça a l'air niaiseux, mais dans le fond, je pense que dans les conseils d'administration, il doit avoir un comité d'affaires publiques qui peut se réunir 2 fois, se réunir 1 fois, mais le plus souvent possible pour dire, voici qu'est-ce qui s'en vient, c'est qui qu'on devrait rencontrer, sur qui on devrait faire pression. Puis c'est aussi un lieu pour d'échanger de l'information. J'ai entendu dire que, avez-vous entendu telle chose, il y a telle affaire qui s'en vient. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je mets affaires publiques parce que ça va plus large que le gouvernement. Ça peut mettre en lien les autres associations, ça peut mettre en lien les compétiteurs, ça peut mettre les autres créneaux économiques. Fait que de prendre un moment puis de rassembler les gens qui s'intéressent à la politique. Puis en même temps, c'est un lieu d'éduquer les nouveaux membres qui sont moins intéressés, qui ne comprennent pas tout à fait comment ça fonctionne un gouvernement, qui ne savent pas c'est quoi la différence entre un conseiller politique et un sous-ministre. Il y en a.
C'est une façon aussi également de créer de l'expertise à l'interne des associations dans les conseils d'administration. Puis dans les grandes associations comme le Conseil du patronat, ben, il y a des Ariel puis il y a des Arnaud qui comprennent bien, fait qu'ils sont capables de partager leur expertise puis de leur dire ben, voici pourquoi c'est important d'aller faire ça, pourquoi c'est important d'aller à telle personne. Là, le timing est bon, là, le timing n'est pas bon, mais de vous créer des comités là-dessus, c'est jamais perdu. Développer des alliances stratégiques. Je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup, beaucoup de voix. Le gouvernement veut parler aux entreprises, mais de pouvoir faire des ponts avec d'autres groupes, d'autres associations, je pense on est rendu là aujourd'hui, d'être capable de répéter les messages, d'être capable de les pousser ensemble. Puis là, on ne parle pas d'alliance stratégique dans le sens de signe ma lettre, mais tu n'as pas le droit de changer un mot dedans, puis on va la faire publier, mais plus on partage le même enjeu, il faut se parler, il faut se faire confiance, puis voici, on va se faire un plan ensemble. Tu sais, quitte à faire un comité conjoint sur un enjeu, mais je pense que c'est là où on est rendu au Québec, puis en même temps, c'est une façon également d'étendre le réseau, de multiplier les capacités de communication, etc., etc. Donc, ça accroît le poids, on peut canaliser les efforts. Puis je pense que c'est un signal fort. Quand tu réussis à avoir tout le monde contre toi, de dire le fabricant de tapis, puis la compagnie d'intelligence artificielle, s'ils disent nous autres, là, on est très préoccupés là-dessus, ben, je pense que ça peut réveiller un signal de dire oh, OK, là, ça va peut-être dans la mauvaise direction quand on réussit à rallier des gens qui, normalement, on ne les voit pas ensemble. Avant-dernier point, repenser les outils de mobilisation de communication. Je pense que les associations ne sont efficaces que si les membres sont mobilisés, motivés. Fait, on a parlé, est-ce qu'on peut utiliser des outils de mobilisation numérique? Est-ce qu'on y va encore avec des lettres? Comment on peut automatiser? Les gens ont des vies de fous, que ce soit dans les associations ou que ce soit au niveau des membres. Comment on fait pour leur faciliter la vie, pour qu'on les amène à exercer leur influence, mais avec un minimum de temps? Comment on fait pour se démarquer? Comment on fait pour expliquer l'enjeu également à nos membres qui ne peuvent pas nécessairement comprendre comment ça va les affecter dans leur vie, dans leur décision d'affaires, dans leur décision d'investir ou pas. Donc, ça, je pense que c'est important pour tant les outils de mobilisation et de communication à l'interne qu'à l'externe. Puis là, ça peut se faire dans un comité d'affaires publiques, par exemple. Puis, je pense que tout le monde aime ça, être proactif. Moi, je suis le premier à penser qu'il faut être proactif. Quand je dis avoir des idées, c'est-à-dire qu'on pousse toujours le message, on amène des enjeux. Puis, je vais redonner mon exemple de l'industrie du jeu vidéo. Un des enjeux qui a été identifié, c'est qu'au Québec, on est très, très bon pour faire des jeux, mais on n'est pas très bon pour les commercialiser. Je pense que c'est le cas dans beaucoup d'industries. On a difficulté à commercialiser nos innovations, mais ça a été, c'est dans le mémoire qui a été déposé au ministère des Finances, c'est public, mais comment on fait pour vendre des jeux, c'est vraiment le défi aujourd'hui dans des plateformes comme Apple Store, comme le Google Store, peu importe. Fait que ça, c'est une idée de commercialisation qui a émergé. Fait que là, on était proactif parce qu'on a amené un nouveau défi. Mais ça, je pense que ça peut être vrai dans n'importe quel secteur. Évidemment, quand la tempête arrive, ben là, il faut être réactif. Mais quand je parlais d'avoir un plan, c'est de définir, bon, ben, c'est quoi nos enjeux qui s'en viennent? Puis d'être capable de les pousser puis de les communiquer. Ça, c'est être proactif pour dire, ben là, on utilise la période de calme relatif. Hein, il n'y a pas de projet de loi qui va nous arriver entre les dents dans les 2 prochaines semaines. Comment on définit l'enjeu? C'est quoi les mesures qui peuvent être mises en place? C'est quoi les demandes qu'on doit faire? Et en même temps aussi, quand on est proactif, quand on a des idées, je refais le lien avec les idées, on est capable de prendre possession d'un discours ou d'un débat ou d'un enjeu. C'est qu'il n'y a personne d'autre qui l'occupe, ce champ-là. On devient automatiquement l'interlocuteur le plus crédible pour le porter. On est rapidement identifié dans les médias comme le groupe qui s'intéresse à ça. On peut approcher des experts dans le milieu académique. On peut faire un paquet de choses quand on est les premiers à s'intéresser à un enjeu. Dans le fond, moi, j'avais marqué dans mes notes, il faut trouver la nouvelle affaire et la mettre de l'avant. Je pense que c'est important pour les associations d'être beaucoup là-dedans, dans la prospection d'idées, dans la prendre possession, de la communiquer puis de devenir l'interlocuteur, la référence sur un enjeu. Puis évidemment, ben, si le ciel nous tombe sur la tête, ben là, il faut réagir, il faut retourner à la planche à dessin, mobiliser nos mains. Donc, moi, ça fait le tour. J'espère que, en plus, je suis dans les temps, je suis assez content. Donc, voilà, fait que je vais fermer la présentation. Puis s'il y a des questions, ben,
Merci, Étienne. Oui, c'est ça, je vois le temps qui file, mais j'ai quand même quelques petites questions qu'on a reçues dans le clavardage là, à te poser. Là. La première étant, bon, à la lumière de ta présentation, là, je me mets dans la peau de notre auditoire. Là, ça serait quoi les 2 conseils que tu donnerais? Là, tu as donné quelques pistes de solutions, mais par où on commence là, en ce Ben, moment? Ouais. je pense qu'une bonne, tu sais, connais-toi toi-même, là, c'est toujours une bonne maxime. Là. Je pense de se faire faire juste un audit de perception, de savoir, ben, c'est quoi, comment on est perçu par les gens à l'extérieur puis les gens à l'intérieur. Parce que si on se travaille sur un plan puis qui ne rejoint pas les membres, ben, il n'y a juste pas d'adhésion, les gens ne sont pas nécessairement intéressés. Puis en même temps, ben, on va savoir si, ben, est-ce qu'on est encore un acteur écouté, respecté auprès de nos parties prenantes, que ce soit milieu politique ou milieu des fonctionnaires, des autres associations, etc. Fait que, où est-ce qu'on se situe? Je pense que c'est la première chose à faire. Puis la deuxième chose, c'est de se définir des objectifs d'affaires publiques. Puis quand je parle des objectifs d'affaires publiques, c'est pas je veux faire 50 rencontres cette année. Une rencontre, c'est un moyen. Je pense que c'est on veut, quand on parle d'objectifs, c'est bon, avec de quel ministère on doit se rapprocher ou de quelle université ou de comment on veut amener l'enjeu. Par exemple, je vais donner l'exemple de l'intelligence artificielle, mais ça peut être de la modernisation, de l'automatisation. Fait que c'est des grands objectifs, je pense, de cette façon-là. Puis après ça, découleront des actions comme faire des rencontres, des communiqués, etc., etc. Mais faire un bon audit, puis se définir comme association, puis en collaboration avec le CA, les objectifs qui vont être la base du plan que vous devez vous créer. Écoute, le temps file. On me dit qu'il n'y a plus de temps pour les questions, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant. N'hésitez pas à nous écrire. Merci, Étienne, pour ta présentation hyper riche. Vraiment, j'espère que ça a été utile pour notre auditoire. Là. Puis, comme je dis, n'hésitez pas à nous écrire. On va prendre une petite pause de 15 minutes, puis on sera de retour, en fait, avec ma collègue Norma Kozaya pour le prochain atelier. Donc, merci beaucoup. Merci.